Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc à cette première conférence des entretiens enseignants-entreprises 2023 sur un thème très large, l'impact de la démographie sur notre société. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et personnellement très heureux que la démographie soit au cœur des entretiens cette année car c'est un ressort essentiel et méconnu de nos vies économiques et sociales. C'est aussi une incitation à l'ouverture, à l'interdisciplinarité, comme l'a déjà dit Hippolyte tout à l'heure. Et c'est l'occasion pour moi de rendre au passage hommage à Daniel Cohen, économiste qui nous a quittés il y a 9 jours et qui nous incitait sans arrêt à avoir une approche ouverte sur le monde, sur toutes les disciplines humaines, de sciences humaines qui entourent l'économie. Alors, si vous doutez encore un tout petit peu du fait que la démographie joue un rôle absolument crucial, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture du livre de l'économiste israélien qui travaille aux États-Unis, Oded Galor, qui est paru en français au printemps dernier, Le voyage de l'humanité. Il soutient de manière assez convaincante que la croissance et les inégalités viennent d'abord des conditions démographiques. Grande migration de l'Homo sapiens hors d'Afrique il y a 60 000 ans, diversité plus ou moins grande des populations qui en résultent, qui encouragent ou freinent l'innovation, baisse de la fécondité qui a permis à l'espèce humaine de sortir de la trappe à pauvreté et d'aboutir à l'extraordinaire croissance de ces 2 derniers siècles. Tout cela est d'abord de la démographie et de la géographie, avant d'être de l'histoire, de l'économie, de la sociologie. Nous allons, rassurez-vous, nous situer maintenant dans un pas de temps un peu plus court pour tenter de voir comment les mouvements de la démographie impactent la société sous ses différentes dimensions. Espérance de vie, bien sûr, mortalité, fécondité, mouvements migratoires, genre, inégalité, etc. Mais nous n'aurons évidemment pas le temps de tout aborder. Je vous présenterai nos 5 intervenants au fur et à mesure. Vous pourrez poser des questions sur une tablette et j'espère que je parviendrai à les récupérer. Et je vais tomber magnifiquement dans le piège souligné par Hippolyte Dalby, c'est-à-dire commencer par demander à la démographe de nous montrer les grandes tendances avec donc Aline Deséquel. Aline, vous êtes directrice par intérim de l'INED, vous êtes démographe vous-même, vous avez notamment travaillé sur les questions de mortalité et de santé, et c'est donc logiquement, malgré l'avertissement d'Hippolyte, que je vais demander quelles sont les grandes tendances démographiques susceptibles d'avoir un impact sur la société en lancement de cette table ronde. Je vais rester là. Je n'ai pas de graphique à présenter, je savais par avance que ce serait difficile à lire. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir mis la démographie à l'honneur de ces 2 journées. J'ai parcouru le programme de ces 2 journées et je crois que vous pourrez avoir dans ces 2 journées un panorama assez large et complet de l'ensemble, effectivement, des défis qui se présentent à l'humanité dans le domaine de la démographie. Je voudrais aussi dire que l'INED, vous le savez peut-être, est très soucieux de la transmission du savoir et des connaissances en matière démographique. Ça passe notamment par son site internet, qui d'ailleurs prochainement va être refondu, enfin j'espère qu'il sera encore mieux que le site précédent, par son bulletin d'information mensuel, Population et Société, que vous connaissez sans doute, et puis ses autres supports éditoriaux, bien sûr, mais donc le Population et Société, je pense que pour moi-même l'utiliser en tant qu'enseignante, je pense que c'est un outil très, très précieux. On travaille aussi avec des collèges et lycées de la Seine-Saint-Denis, où maintenant l'INED est implantée, notamment à travers les apprentis chercheurs, donc qui nous permettent de montrer ce que c'est la recherche en démographie à des collégiens et des lycéens. Et puis, je suis très contente d'être là aussi aujourd'hui parce que voilà, je suis très, très impressionnée et très, comment dire, consciente du rôle absolument fondamental que vous jouez, vous en tant qu'enseignant en histoire-géographie. Enfin, vous avez au tout début de la séance dit qu'il y avait plusieurs disciplines qui étaient ici représentées, mais donc vous êtes à la fois, je pense, des passeurs, voilà, d'informations absolument fondamentales pour faire des enfants des citoyens, des adultes peut-être, et puis aussi pour peut-être amener ces enfants aussi à ces disciplines démographiques en tant que métier, parce que je trouve que c'est un métier absolument
formidable. Voilà. Bon, je vais rentrer dans le court sujet. Alors, je ne vais pas aller parce que donc, les tendances de la démographie sont multiples et nombreuses. Donc, comme on en avait convenu, j'ai décidé de faire un petit peu un zoom sur deux tendances qui me semblent absolument majeures et qui, de fait, combinent en fait, des tendances dans nos multiples domaines. Donc, ce ne sera pas très, très original, mais bon, j'espère que dans la discussion, on pourra venir sur des choses peut-être plus particulières. La première, c'est la croissance de la population mondiale, et la seconde, c'est le vieillissement démographique. Alors, d'ailleurs, je ne voudrais pas présenter la croissance démographique, comme on a souvent tendance à le faire, comme un problème. Je voudrais vous renvoyer d'ailleurs sur ce sujet-là un ouvrage qui est paru il y a 2 ans, je crois, que Jacques Véron a publié, dont le titre était « Faut-il avoir peur de la population mondiale ?» Alors en disant ça, ça ne veut pas dire que j'euphémise du tout les problèmes soulevés par la croissance de la population mondiale. Mais si d'emblée on le voit comme un problème, enfin je dirais on est c'est un petit peu foutu. Bon. Juste quelques chiffres quand même relativement à cette croissance de la population mondiale, donc qui, vous savez, est un phénomène, je dirais quand même, qui maintenant est déjà relativement ancien, enfin qui n'est pas, et qu'on avait bien prévu. Donc, selon les projections des Nations Unies, donc les dernières, donc qui datent de l'automne dernier, on a atteint donc à l'automne dernier le 8 milliardième d'individus sur la planète. On s'attend à ce que d'ici 2050, on atteigne le 9 milliardième d'individus sur la planète. Ce qui marque quand même, ça peut pas être une évidence comme ça, comme on donne les chiffres, marque quand même un ralentissement de la croissance de la population mondiale. Et puis, donc là, sur une projection un petit peu plus lointaine, sur laquelle d'ailleurs il y a des discussions, c'est normal. On s'attend à ce qu'à l'horizon 2080 à peu près, on atteigne le 10 milliardième d'êtres humains sur la planète, avec donc d'ailleurs un intervalle de confiance. C'est la première fois que les projections de l'ONU intègrent un intervalle de confiance sur leur estimation. Donc c'est une croissance soutenue. Alors, donc la question c'est, est-ce que c'est trop ? C'est la première question qui vient. La première réponse qu'un démographe peut faire, je crois, à cela, c'est que de toute façon, en tout cas à l'horizon 2050, la croissance démographique de la population mondiale est inscrite dans l'inertie de la dynamique démographique actuelle, et que, et même si d'ailleurs on imposait brutalement une baisse brutale de la fécondité, on est sur c'est comme un moteur de véhicule en marche, hein, on est sur une tendance à la croissance de la population mondiale, voilà, qui d'ici 2050 est inéluctable. Voilà. Donc, ce qui veut dire en fait que, et c'est là vraiment qu'on est au cœur du sujet de cette table ronde, en fait, ce qu'il faut examiner, c'est dans quelle mesure, et c'est le problème donc déjà qui était finalement le problème de Malthus, dans quelle mesure on est capable de modifier nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production pour faire avec cette croissance de la population mondiale. Deuxième grand sujet, donc la question du vieillissement démographique. Donc ça, c'est un phénomène donc qui est le fruit de la transition démographique. Donc c'est là encore, on sait depuis longtemps que la population mondiale va vieillir. C'est un phénomène qui concerne l'ensemble de la planète, hein, même si aujourd'hui c'est une préoccupation plus marquée dans les pays, on va dire, à espérance de vie élevée et fécondité basse, mais qui va concerner l'ensemble de la planète. On s'attend à ce que 2050, il y ait un doublement de la population âgée de 65 ans ou plus à l'échelle de la planète, dont un cinquième sera certes dans un pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Donc on pourrait dire qu'un cinquième. Bon, mais un cinquième, ça veut dire malgré tout effectivement une très forte surreprésentation de cette population dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord.
En France, donc selon le scénario central des projections de l'INSEE, on s'attend à ce que la part des 65 ans ou plus dans cette population, dans la population française, qui est aujourd'hui de 21%, atteigne 28%, ce qui fait de la France quand même un pays dans une situation relativement moyenne, la place en population médiane par rapport à ses voisins européens et puis je pense notamment au Japon ou à la Corée du Sud, donc qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles relativement à cet équilibre entre le nombre de 65 ans ou plus et la population plus jeune. Aujourd'hui, donc vous savez, hein, les générations clés, c'est les générations du baby-boom, les générations 45-75 ans. C'est elles qu'on suit, là. C'est la vague qui se déplace au fil de la pyramide des âges. Donc les générations 1945-1975 ont commencé à atteindre 65 ans en 2010. Donc c'est 30 ans, c'est un flux qui se passe sur 30 ans de pyramide des âges. Donc la vague des 65 ans en plus, c'est 2010-2040 et 2030. Donc là, on est plutôt dans la période où ils atteignent 75 ans, hein, ces premières générations nombreuses, très nombreuses. Et en 2030, donc c'est demain, ces générations vont atteindre 85 ans. Et là, évidemment, c'est la grande problématique de la prise en charge de la perte d'autonomie de ces personnes, dont là encore, même si, comme ça a été dans le cas dans les années récentes, l'espérance de vie sans incapacité a plutôt tendance à augmenter un peu plus vite que l'espérance de vie, la croissance de l'effectif de cette population est inéluctable. Voilà. Merci Aline. Donc deux grandes tendances, accroissement de la population mondiale et vieillissement. L'INSEE avait publié il y a quelques mois un travail sur les centenaires qui était assez passionnant, qui disait que le nombre de centenaires avait été multiplié en France par 30 depuis en un demi-siècle et pourrait être multiplié encore par 30 d'ici un demi-siècle, ce qui fait d'un siècle à l'autre, 1000 fois plus de centenaires dans le pays. Et on va commencer par discuter sur le thème du vieillissement, mais je ne voudrais surtout pas qu'on ne cause que du thème du vieillissement. Mais on va commencer par là, ne serait-ce que parce que je suis journaliste et qu'on a pas mal parlé des questions de vieillissement ces derniers temps à l'occasion d'une réforme dont le nom m'a échappé. Je vais commencer avec Patrick Artus. Patrick est conseiller économique de Natixis. Il est auteur de moult livres, dont le dernier s'appelle « De l'économie d'abondance à l'économie de rareté », ce qui nous renvoie un petit peu à Malthus, hein, ouvrage écrit avec Olivier Pastré chez Odile Jacob. Alors, le vieillissement, tout à l'heure, Hippolyte Delbis nous expliquait que les prévisions des démographes avaient du mal à faire des prévisions. Il me semble que les économistes aussi, ça n'est pas toujours très simple. Et notamment l'impact du vieillissement sur l'économie, la société, c'est en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très difficile à appréhender. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, je vais me concentrer sur la comparaison des effets en théorie, dans la théorie généralement acceptée du vieillissement démographique, et sur les effets observés dans les différents pays. Puis on aura d'ailleurs l'occasion l'après-midi de revenir à un certain nombre d'études de cas de pays pour illustrer ça plus en détail. Alors, il y a quelques effets du vieillissement qui sont naturels et qui sont bien observés. Bon, par exemple, le vieillissement est associé à un ralentissement de la croissance par un mécanisme qui est trivial, qui est que la population en âge de travailler augmente moins vite ou bien diminue, mais aussi par un mécanisme qui est plus subtil, c'est qu'il y a une forte corrélation entre l'âge moyen de la population active dans un pays, et c'est une corrélation négative, et des gains de productivité. Dans les pays où la population en moyenne est plus vieille, il y a moins de gains de productivité. Et ça, c'est une corrélation qui est assez ennuyeuse parce qu'elle implique que toutes nos projections de gains de productivité que nous faisons dans les différents organismes publics sont complètement fausses parce qu'elles ignorent cette corrélation. Donc ça marche bien. Alors, ces deux corrélations entre la croissance et les gains de productivité et le vieillissement sont naturelles. Et les autres corrélations qu'on attend normalement sont extrêmement suspectes parce qu'il y a plein d'exemples pour lesquels la réalité se déroule très différemment de la théorie. Alors je vais prendre quelques exemples. On nous enseigne d'habitude que le vieillissement démographique est inflationniste.
Alors l'argument est assez clair, c'est quand dans le vieillissement démographique, au moins dans les 30 ans de phase intermédiaire, le vieillissement démographique fait monter la population totale par rapport à la population en âge de travailler. Donc il y a plus de retraités dans la population et moins relativement d'actifs. Et donc ça crée une situation d'excès de demande de biens, parce que le retraité consomme, et donc c'est normalement inflationniste, et ça normalement aussi fait apparaître des hausses beaucoup plus rapides des salaires, parce que la population en âge de travailler diminue. Alors cette corrélation entre le vieillissement et l'inflation, elle est très, très suspecte. Par exemple, il y a des pays où il y a un vieillissement démographique très important, le Japon par exemple, et où l'inflation a été très longtemps nulle et maintenant est quand même assez faible, elle est autour de 2%. Et donc il y a plein de contre-exemples. Alors ces contre-exemples s'expliquent d'ailleurs, parce que le Japon a pris des mesures pour compenser le vieillissement, a fait du progrès technologique, a robotisé beaucoup. Mais enfin donc on ne peut pas retenir qu'il y a une corrélation certaine entre le vieillissement et l'inflation. Alors ensuite, le vieillissement et l'épargne. Alors c'est un sujet assez important. Normalement, dans le livre de macroéconomie traditionnelle, on nous explique que les économies, les sociétés qui sont avant la phase de vieillissement doivent épargner plus, accumuler des actifs extérieurs pour pouvoir ensuite désépargner et vendre ces actifs extérieurs, des actifs investis dans les autres pays, pour compenser l'effet du vieillissement sur le niveau de vie. Alors là, il n'y a que des contre-exemples à peu près. Par exemple, les États-Unis sont un contre-exemple extraordinaire parce que les États-Unis accumulent une énorme dette extérieure alors que c'est un pays qui encore est jeune, et dont la population en âge de travailler augmente. Et l'Europe, qui est vieillissante, n'a pas d'actifs extérieurs. Donc cette relation entre l'effort d'épargne, l'accumulation d'actifs investis à l'étranger et le vieillissement démographique est complètement contredite par les faits. Il y a aussi, je vais prendre 2 exemples, il y a beaucoup d'exemples, mais on y reviendra aussi cet après-midi. On attend d'habitude que le vieillissement démographique entraîne le recul des prix des actifs. Parce que quand la population vieillit, les personnes âgées qui ont accumulé des actifs financiers ou immobiliers pendant leur vie active sont vendeurs d'immobilier, et s'ils sont nombreux, il y a beaucoup de vendeurs d'immobilier, peu d'acheteurs, ou de vendeurs d'actions et peu d'acheteurs, et les cours boursiers ou les prix de l'immobilier baissent. Alors il y a des jugements divers qui peuvent être portés sur cette corrélation. Elle se révèle extrêmement vraie en Chine, par exemple. La Chine a une vraie crise aujourd'hui qui part de l'immobilier et qui est simplement due à ce que les Chinois ont utilisé l'investissement immobilier comme source d'accumulation d'épargne pour préparer leur retraite. Et les Chinois se trouvent tous vendeurs d'immobilier et il y a beaucoup moins d'acheteurs que de vendeurs, d'où la crise immobilière très importante. Mais aussi, il y a des contre-exemples. Par exemple, alors c'est vrai aussi pour les actions chinoises. Il y a plein de vendeurs d'actions et peu d'acheteurs. Enfin, les actions européennes sont à un niveau très élevé. Donc il y a des contre-exemples. Mais l'exemple de la Chine est assez intéressant. Et dernière réflexion, il faut faire extrêmement attention aux prévisions de finances publiques dans une phase de vieillissement. Je crois que toutes les expériences et tous les essais de prévoir les déficits publics ou les dépenses publiques à l'horizon de 5 ans, 10 ans sont vraiment extrêmement biaisés parce qu'ils ne tiennent pas du tout compte du vieillissement démographique. Alors, je prends pour exemple le programme de stabilité qui a été déposé par le gouvernement français au mois d'avril de cette année, qui prévoit 1,7% de croissance et à peu près 4% de croissance potentielle, c'est-à-dire de croissance de long terme à corriger du cycle. C'est extrêmement improbable. Je veux dire, on n'a plus de gains de productivité,
essentiellement par un effet du vieillissement et aussi par un effet qui est assez mal connu, qui est la hausse de l'absentéisme dans les entreprises. Hein. Mais ce n'est pas que la France qui montre cette absence de gain de productivité. Il y a le vieillissement démographique. La croissance ne repose que sur la hausse du taux d'emploi. Et la hausse du taux d'emploi est quand même un facteur limité de croissance. Donc la croissance potentielle de la France, ce n'est pas 1,4%, c'est probablement 0,4 ou 0,5%. Et donc on va faire de très graves erreurs de prévision des comptes publics, des déficits publics à l'horizon de 5 ans ou 10 ans, parce qu'on n'intègre pas les effets divers du vieillissement dans l'analyse. Donc des impacts colossaux et sous-estimés, pas assez pris en compte, c'est ce que tu nous expliques. Je vais continuer sur un exemple très concret de cet impact avec Philippe Aghion. Philippe, tu es professeur au Collège de France et à l'INSEAD. Tu es un grand théoricien de l'innovation. Ton dernier livre s'appelle « Le pouvoir de la destruction créatrice », écrit avec Céline Antonin et Simon Buel. Et tu as fait notamment un travail qui montre le lien essentiel entre l'âge des inventeurs et l'innovation. Est-ce que quand une société vieillit, elle devient moins innovante ? C'est vrai que, par exemple, un des problèmes, on s'est beaucoup posé la question, pourquoi le Japon, qui avait une croissance très forte jusqu'à fin des années 80, s'est mis à devenir une économie à croissance faible. Alors, une des raisons qu'on a données, c'était qu'il y a des conglomérats qui se sont développés au Japon, les Keiretsus, et qui font barrage un peu à l'entrée de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est une vision, un peu la middle income trap. Mais une autre raison qui est donnée souvent, c'est le vieillissement de la population au Japon. Et parce qu'un certain nombre d'études montrent que, en fait, effectivement, eh bien, une économie tend à être plus innovante quand la population est plus jeune, parce qu'il y a davantage de prise de risque, il y a également un savoir. Le savoir également devient obsolète, c'est-à-dire qu'on acquiert des savoirs, et puis il faut toujours, et de plus en plus, se maintenir à niveau. Et le taux d'obsolescence, la vitesse d'obsolescence des savoirs augmente avec le temps, et d'où ça devient très important, l'âge devient important. C'est important d'avoir des jeunes. Alors aussi aux États-Unis, la jeunesse a été maintenue grâce à l'immigration, et ça on pourra revenir. C'est-à-dire qu'en fait, l'immigration aux États-Unis a été une source de croissance et d'innovation. Si les États-Unis s'étaient fermés à l'immigration en 1880, eh bien en 1920, leur PIB par habitant aurait été de 30% inférieur au niveau qu'ils ont vraiment atteint. Ils se sont révélés de très prolifiques innovateurs. Si vous regardez les prix Nobel ou les Américains, la plupart sont d'origine ou immigrés ou d'origine très première génération. Et souvent parce qu'ils capitalisent sur les idées auxquelles ils avaient été exposés dans leur pays d'origine pour ensuite innover dans le pays pour peu qu'ils puissent s'y intégrer. Donc il y a l'idée que l'âge, quand on est plus jeune, on prend plus de risques, on est prêt à prendre plus de risques, mais aussi des populations plus jeunes, c'est aussi souvent ces populations qui se sont ouvertes à l'immigration. Et l'immigration, c'est des gens qui donc amènent des savoirs, mais aussi ont une prise de risque. C'est des gens qui ont en fait suivi un processus darwinien. Pour arriver à immigrer, il faut être un entrepreneur déjà en fait. Et donc, ils tendent à être avec un esprit d'entrepreneur, parce que c'est la prise de risque, c'est l'entrepreneuriat, c'est prendre... et c'est ça qui est un petit peu... C'est un peu le lien peut-être entre l'âge et ce que je réponds. Merci, on reviendra sur l'immigration un peu plus tard. Donc on a eu deux éclairages théoriques d'économistes. Maintenant, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe dans l'entreprise avec vous, Estelle Sauva. Donc vous êtes directrice générale du groupe Alpha, qui est un cabinet de conseil qui aide les entreprises et les parties prenantes dans leur démarche de transformation. Le vieillissement en entreprise, de ce que vous avez vu à travers vos expériences très, très variées, ça veut dire quoi et ça exige quel type d'action en entreprise? Alors d'abord, le vieillissement en entreprise est quelque chose qui est difficilement appréhendé par les employeurs, par l'entreprise en tant que telle, différemment appréhendé par les salariés, souvent perçu comme un lieu où les préjugés sont très fortement ancrés. Donc tout à l'heure, on parlait de la jeunesse, de la vieillesse, du jeune, de l'adulte. La question de l'appréciation du senior dans l'entreprise est déjà un terme difficile aussi à appréhender. Est-ce qu'on est senior à 45 ans, ce qui a été le critère officiel, puis il tend à reculer à 50 ans, et puis depuis des événements plus récents, on se pose la question de savoir si les accords seniors, par exemple, on les commence à 57, 58, 62, etc. etc.
la question démographique dans l'entreprise, si je dis ça, c'est aussi parce que elle est difficile à appréhender sans... en tout cas, elle ne peut pas être isolée d'autres phénomènes de transformation et de défis qui ont des impacts directs sur les transformations économiques et sociales en France. Les défis technologiques, la révolution de l'IA, les défis quantiques qu'on va avoir, les questions relatives aux défis climatiques. Donc la question démographique, elle n'est pas un sujet isolé dans l'entreprise en termes de traitement, de questionnement. Je parle de façon courante, hein. Bien sûr, il y a des entreprises qui y travaillent lorsqu'elles sont très organisées, lorsqu'elles sont de taille importante. Enfin, je dirais que tous ces sujets, ça a des impacts bien sûr sur l'ensemble de la structure des sociétés, de l'emploi, du marché du travail, des questions de protection sociale. Vous allez en parler pendant 2 jours, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ça a aussi directement des impacts sociologiques sur l'influence que ça peut avoir dans les rapports intergénérationnels dans l'entreprise. Donc ça j'y reviendrai. Ça a des impacts directs sur la question de la dépendance et donc forcément des questions de génération middle qui se retrouvent génération sandwich entre la responsabilité des enfants et puis avoir à prendre la question de la responsabilité des parents. Ça a aussi un impact direct sur le rapport au travail et la perception qu'on peut avoir du rapport au travail dans l'entreprise et notamment forcément l'obligation des entreprises à s'organiser, à aménager tout ça. Enfin, je dirais que ça a aussi, du coup, en conséquence, des obligations à repenser tout ça sur des enjeux de formation, d'aménagement du travail et de politique publique qui doivent être tournés sur la formation, la migration ou plus globalement des questions évidemment d'accords seniors. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, simplement, on a du mal à percevoir tout ça alors qu'on vit un moment assez inédit de l'histoire de l'humanité puisque on sait tous dans notre monde et dans notre petit vie au quotidien qu'on va vivre plus longtemps. C'est quand même quelque chose qui est, si on regarde le verre à moitié plein, quelque chose d'assez merveilleux, d'assez positif. Et en même temps, il y a une ambivalence incroyable parce que, évidemment, la question de la fécondité moins importante, vous l'avez développée tout à l'heure, donc j'y reviens pas, a des impacts directs dans l'entreprise qu'on a du mal à calculer à l'exception du bilan social qu'on pose, de la pyramide des âges dans l'entreprise, donc au détour d'une TPE, d'une PME, d'une entreprise moyenne, c'est ça le guide. Or, en réalité, si on regarde les impacts, ils n'ont pas commencé aujourd'hui, ils ont commencé il y a déjà presque 3 décennies, de façon très ancrée. D'abord sur la question des préjugés par rapport à la seniorité. Il y a eu un rapport assez intéressant de l'OIT qui a posé la chose suivante, c'est-à-dire que les salariés ont le sentiment que le principal critère de discrimination, après le fait d'être une femme enceinte, est celui de l'âge, et notamment de l'âge à partir de 55 ans. Critère de discrimination que vous soyez en embauche ou en emploi. Or, à partir de 55 ans, il est très facile de perdre son emploi, et il est très difficile d'en retrouver un. On le sait tous, c'est quelque chose qu'on connaît très bien sur ces phénomènes appréhendés. 2, je dirais que la question du vieillissement dans l'entreprise, ou dans le monde dans l'entreprise, sur le marché du travail, il pose des problèmes assez classiques, la question de la pénurie, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les problèmes de recrutement que rencontrent toutes les entreprises, c'est quand même un phénomène très récent. Pendant les 3 décennies précédentes, on a traité la question du chômage de masse. On oublie très vite qu'on a eu des chômages de masse qui avoisinaient les 11%. Ceux qui ont travaillé dans les années 80-90 ont côtoyé ces taux au quotidien. Aujourd'hui, on est au plein emploi et pourtant, ces sujets étaient très prévisibles. Je suis retombée sur un rapport de l'Institut de l'entreprise de 1999. J'ai plongé dans les archives de la maison, très intéressant. Et ce rapport pose, j'invite tout le monde à le lire pendant ces 2 jours en allant sur le site de l'Institut de l'entreprise, parce qu'il pose assez bien le sujet en 1999 en disant la chose suivante. D'abord que la question qu'on se posait dans ces années 90, c'est qu'on était persuadé qu'on serait trop nombreux dans l'entreprise
Et donc forcément, on allait devoir réguler le monde de l'entreprise, entre guillemets, en se séparant d'une part de la population. Alors, c'est là qu'a émergé ce qu'on a appelé vulgairement les charrettes, pour ceux qui l'ont vécu, l'ont connu. Plus décemment, on a appelé ça évidemment les systèmes de départ en pré-retraite. Et puis plus couramment et juridiquement, des plans de sauvegarde de l'emploi pour ce que ça a de la sauvegarde. Donc et évidemment, ces sujets se sont installés. C'est un des sujets sur lesquels le groupe Alpha a travaillé, œuvré depuis à peu près 4 décennies sur les questions de réindustrialisation et de transformation de l'emploi pour protéger ces sujets en France. Mais tout ça, en fait, finalement, on a essayé de le réguler. Les politiques de 35 heures ont été des premières politiques de l'emploi, pensant que par le temps de travail, on allait, d'une certaine façon, réussir à réguler la question des jeunes et des moins jeunes dans l'entreprise. En fait, cet espoir ne s'est pas concrétisé parce qu'il s'est en fait concrétisé par finalement une régulation par la productivité. Et donc, les plans de régulation de l'emploi ont été maintenus et se sont accrus avec le temps et à force des crises successives. Alors de ce schéma-là, qui s'est fortement ancré chez nous, on a quand même, d'une certaine façon, ouvert de très très grandes opportunités. Ça va être la question de la table ronde de tout à l'heure sur l'ouverture de nouveaux marchés. C'est pas parce qu'on a finalement une seniorité accrue dans l'entreprise que ça n'a pas créé de formidables opportunités. Ça a été la silver economy. La Caisse des dépôts et des consignations, d'ailleurs, en a fait un de ses axes stratégiques d'investissement en France. Elle ne fait pas que sauver des entreprises en difficulté sur ces questions-là. Elle a pris le virage assez tôt. Et la silver economy, on voit bien que sur la question de la dépendance notamment, sur l'envie en tout cas de pouvoir garantir l'autonomie le plus longtemps possible et donc d'améliorer la qualité de vie de nos seniors, de nous-mêmes, ça crée beaucoup d'emplois. D'abord à commencer par les métiers du care, du soin, ça va évidemment, on le voit d'ores et déjà, toucher de très près le monde du bâtiment, des métiers de l'habitat notamment, les postiers qui distribuent des plateaux repas. Ça n'était pas le cas il y a 10 ans. La Poste s'est complètement reconfigurée. Donc les métiers de vigie et de vigilance, les métiers technologiques, pour pouvoir avoir évidemment tous les moyens de pouvoir sécuriser le maintien à la maison avec ce qu'on appelle les objets connectés. Bref, tous ces sujets sont créateurs d'emplois, créateurs de valeur. La seniorité dans l'entreprise, c'est aussi un énorme vivier, une réserve de compétences. Si on sait évidemment se réinterroger autrement sur la façon de la repositionner en emploi et de garder son emploi, c'est une réserve assez clé. Et puis enfin, je terminerai sur l'enjeu intergénérationnel, entre 4 générations. Jusqu'ici, on n'a jamais appris à travailler avec 4 générations dans l'entreprise. Alors ça devient notre sujet. Et 4 générations, c'est 4 cultures différentes ou 4 façons d'appréhender l'entreprise dans le rapport au travail qui est très différente. Les générations de baby-boomers, eux qui sont nés à l'après-guerre, en pleine croissance, ils ont eu un rapport au travail qui est particulièrement tourné vers l'engagement. La génération X, à laquelle moi j'appartiens, je suis à l'aube de ma petite cinquantaine, c'est une génération qui a connu les premières crises. On est né avec le choc pétrolier, on a mangé la fin du mur de Berlin et toutes ses conséquences. On a évidemment eu le sentiment finalement qu'il fallait s'accrocher à son travail. Et donc la question de la stabilité était absolument clé. La question de la sécurité est absolument clé. La génération Y, elle qui est plus récente, née après 95, elle a, après 80, pardon, elle a un rapport au travail qui est d'abord celui du regard sur les parents, sur ce qu'on a été. Un rapport où on était, sans compter nos heures probablement, avec un rapport très engagé également. Et donc, d'une certaine façon, elle a vécu les désillusions de ce travail. Donc, elle n'a pas nécessairement envie de revivre la même chose. C'est pour ça qu'elle a un lien plus distendu. Elle est aussi la génération qui a connu les nouvelles technologies, donc l'instantanéité. Et donc, quelque part, elle a envie d'un rapport à la qualité de vie et du travail. C'est ce qu'on connaît en ce moment. C'est ce qu'on est en train de traverser en ce moment sur le rapport au travail et sur la crise post-sanitaire. Sauf qu'on est déjà en train d'accueillir ce qui est
est un tiers de la ressource planétaire, les générations Z, ceux qui sont les plus jeunes et qui vont constituer quand même 75% de notre population des entreprises dans moins de 15 ans. Et mine de rien, celle-là, elle a un rapport au travail qui est très différent. Elle a bien décidé de prendre en main les choses avec une autre forme d'engagement, un engagement plus éthique, parce qu'elle vit la crise climatique, parce qu'elle sait que le bilan qu'on pourrait lui laisser ne peut pas lui convenir, ne peut pas être un fact. Et donc, faire travailler ces 4 générations, pour l'employeur, c'est un défi extrêmement difficile. Ça va obliger quand même à prendre en compte les politiques publiques de façon un peu différente. Alors si la question démographique, tout à l'heure, Hippolyte Dalbis disait que finalement c'est des sujets de très court terme, les politiques publiques, c'est pas quelque chose qui s'appréhende avec du court terme. C'est quelque chose qui ne se gère plus en 5 ans avec un mandat politique. Ça oblige à traiter ces questions avec de l'anticipation. Il y a 20 ans, et je vais en terminer là, l'Institut de l'entreprise l'écrivait et bien d'autres. Aujourd'hui, donc, les questions des 3 politiques publiques qui lui sont posées, elles sont évidemment sur la formation professionnelle, mieux formée, mieux intégrée, des populations qu'on n'avait pas jusqu'ici pris en main de façon aussi volontariste, notamment les NEETs. Les politiques publiques plus récentes ont été assez encourageantes en matière d'apprentissage, de formation. Il va falloir continuer, investir fortement. C'est une question d'équilibre nécessaire pour le monde de l'entreprise. La deuxième politique, c'est la question migratoire. Elle est génératrice d'opposition extrêmement forte et clivante dans le pays. Mais celle-là, elle manque de maturité et pourtant il faut la traiter. Peut-être inspirons-nous de ce que vient de faire l'Allemagne au mois de juillet, mais vous en parlerez tout à l'heure sur les politiques migratoires, sur des politiques dites de choix de populations qualifiées ou de populations tournées sur des métiers spécialisés. Et puis enfin, la politique senior qui va ouvrir un dialogue social extrêmement puissant dans les quelques semaines qui viennent sur la négociation interprofessionnelle qui s'ouvre. Et la question de la seniorité a probablement été mal abordée, je pense, au moment de la question de la politique des retraites en début janvier, parce que ces sujets n'ont pas été posés comme le débat essentiel de société que nous devions avoir. Voilà, donc j'ai essayé de tracer la question de l'entreprise de façon large. Merci, on voit à la fois la complexité des défis, la multiplicité des niveaux, à la fois en entreprise, mais aussi au niveau des politiques publiques. Et puis, à la fois quelque chose qui était très prévisible, ce que disait le rapport de l'entreprise il y a un quart de siècle, et puis des choses qui sont en fait relativement imprévisibles. Moi, je me rappelle d'un livre qui m'avait frappé, qui s'appelait le Grand Retournement, je crois, 2006, le Grand Retournement, qui était fait à partir de prévisions démographiques. C'est que la population active en France allait diminuer à partir de 2006, et donc on allait avoir toute l'inversion, sauf que cette inversion, elle s'est produite en fait beaucoup plus tard, elle est sans doute en train de se produire maintenant. Donc 5 ans à l'avance, on s'est trompé de 20 ans presque. Voilà, et donc ça ne simplifie évidemment pas les choses. On va continuer sur le versant vieillissement avec François-Xavier Selleret. François-Xavier, vous êtes directeur général de l'Agirc Arrco, qui est la grande caisse d'assurance vieillesse complémentaire avec près de 60 millions d'assurés, si on regarde tous les âges et toutes les générations, tous les cotisants. La démographie, évidemment, une variable centrale. Vous, alors pour évoquer un point qu'a cité Patrick tout à l'heure, qui est l'équilibre de vos comptes, quel regard vous portez dessus, comment le vieillissement affecte ça, et puis une question derrière qui est l'un des débats. Hippolyte évoquait des débats très 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 puissant, très, très, très animé dans la démographie, c'est cet allongement de la vie qui sous-tend évidemment le vieillissement. Est-ce qu'il va se poursuivre ou pas? Comment vous voyez, de votre point de vue, cette question? Effectivement, merci de me donner l'occasion de partager le regard de l'Agirc Arrco. Alors effectivement, on a une triple caractéristique, je dirais, dans le système français. On est un régime de retraite en répartition, mais qui n'a pas un euro de dette. Ça, c'est souvent important parce que souvent, et je pourrais faire un sondage ici, chez les moins de 40 ans, est-ce que vous pensez que vous aurez une retraite demain? Et souvent, les jeunes disent, mais non, on n'aura pas de retraite parce qu'on a de la dette. Nous, on n'a pas de dette, on a des réserves. Alors tout de suite, je tempère les ardeurs en disant, c'est pas une cagnotte, c'est pas un magot, c'est pour garantir. Notre premier mot d'ordre à l'Agirc Arrco, c'est garantir le paiement des retraites à chaque génération sans peser sur les générations futures. Donc, et derrière cela, ça nous rend particulièrement attentifs. Alors, souvent, on dit à retraite, on s'occupe des retraités. Nous, on s'occupe aussi des jeunes. Parce qu'on oublie qu'un régime en répartition, il marche dans la durée si les jeunes ont des raisons de cotiser. Et s'il y a suffisamment de jeunes,
suffisamment de jeunes en emploi, et si on leur donne des raisons de cotiser. C'est ce qu'on appelle le consentement à la cotisation. On se rappelle que c'est là-dessus que notre révolution s'est faite. Mais donc c'est pour nous un point majeur. Et souvent, dans une réforme des retraites, vous l'avez évoqué, on se préoccupe de la fin de la vie. Mais on n'a pas beaucoup de débats collectifs sur ce débat du nombre de cotisants et derrière de l'équilibre entre les générations, du taux de renouvellement de génération. Alors Jean-Luc Tavernier est parti, mais moi, l'un des points qui me soucie le plus actuellement, c'est 2 sujets. Patrick Artis l'a dit, difficulté de recrutement de tous les secteurs économiques. Je ne connais aucun secteur économique qui n'ait pas de mal à recruter. Et donc, quand j'entends chaque secteur qui dit « Ah, mais j'ai un problème d'attractivité », mais c'est un problème qui est propre à un secteur. J'entends qu'il faut 330 000 enseignants d'ici 2030. Mais dans chaque secteur d'activité où je vais, on me dit qu'il faut tant de centaines de milliers d'infirmières, il faut tant de médecins, il faut tant de conducteurs de bus, conducteurs de métro. Donc, on a un sujet démographique majeur à traiter. Et donc, la difficulté de recrutement, elle n'est pas temporaire. Elle est durable. Parce que quand on prend nos courbes, la génération qui quitte le marché du travail est plus nombreuse que la génération qui arrive sur le marché du travail. Donc tout le débat, y compris de l'emploi des seniors, on a regardé, nous, les pays nordiques. Comment l'emploi des seniors a progressé? C'est au moment où la fécondité a baissé. Parce que tout le monde s'était persuadé qu'on avait une main-d'œuvre abondante. Et personne n'a fait le déclic. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous soucie encore plus, c'est la baisse du nombre de naissances depuis 10 ans. On y viendra dans le... Après, bon, voilà. Mais ce point-là est un point qui fait peu l'objet. On a le sentiment que c'est inéluctable. Vous savez, c'est inéluctable qu'on ait perdu du jour au lendemain 60 000 naissances. Mais au bout de 10 ans, c'est 600 000 personnes. Au bout de 20 ans, c'est 1,2 million. Et là, pour nous, il y a un vrai débat de politique publique sur mais comment on se... Et alors que la France arrivait, en comparaison internationale, c'est l'un des rares pays qui assurait le renouvellement de génération. On n'y arrive plus, mais pourquoi? Et du jour au lendemain, c'est pas un mouvement, non, c'est du jour au lendemain. Donc ça, ce point-là, juste pour dire que ce sujet des jeunes, on parle beaucoup du vieillissement. De notre point de vue, il faudrait consacrer autant d'énergie sur ce sujet jeune et actif. Parce que derrière, tout le système français repose sur une population jeune et active. Je les disais, on disait aussi sur la productivité. Nous, quand on regarde depuis 20 ans, la hausse du salaire moyen, c'est pas 1%, c'est 0,6. 0,6. Et sur 15 ans, c'est 0,3. Donc on voit que le débat de la productivité, c'est un sujet majeur. Mais je reprends votre exemple. S'il y a moins de jeunes, il y a moins besoin de profs, il y a moins besoin de maternité. Donc vous voyez, tout derrière, c'est tout le système de protection sociale français qui suppose d'avoir une population active, dynamique, avec des prix productifs élevés. Si on n'a plus ça, comment on finance? Comment ça boucle? Si ce n'est avec le recours à la dette. Donc, oui, donc pour moi, c'est pour ça que l'un des points sur lesquels nous, on est particulièrement attentifs, c'est ce sujet taux de fécondité, le nombre de jeunes. Alors, il y a le sujet du levier de l'immigration, mais on sait qu'il pose plein de questions, y compris auprès de nos concitoyens. Donc, c'est pas que voilà, et c'est pour ça que je pense que dans cette réflexion-là, et derrière, il y a la question effectivement du déroulement des parcours professionnels. Alors, tout à l'heure, une des intervenantes disait, souvent les employeurs voient la question du risque maternité quand ils embauchent une jeune femme. Nous, on a regardé les théories. On se disait, mais pourquoi, où apparaissent les différences de rémunération hommes-femmes? Surtout quand on prend des cohortes. Avec aujourd'hui, les jeunes filles ont le même taux de formation que les jeunes garçons. Ce que je dis souvent aux employeurs, recrutez une jeune femme. Pourquoi? Parce qu'elle sera beaucoup plus fidèle à son employeur que les garçons. Là où on voit les différences d'écart de rémunération, c'est que les garçons changent beaucoup plus vite d'employeur que les filles. Beaucoup plus vite, c'est-à-dire que on a regardé sur les cadres moins de 40 ans en région parisienne, on voit qu'en fait, ils vont chercher la promotion externe plutôt que la promotion interne. Et donc ce sujet-là, c'est un autre élément là qui est plus qualitatif, qui est moins quantitatif, mais ce sujet-là, il est aussi, et si je me mets dans une vision d'entreprise, sur cette question de difficulté de recrutement, mais après, quel profil je vais pouvoir fidéliser? Quel profil je vais pouvoir promouvoir? C'est aussi un sujet qui est plus qualitatif. Et donc tout ça pour dire que ce sujet du sujet démographique, de notre point de vue, que je le prenne sous un plan économique, que je prenne sur le plan, je disais, taux de fécondité, insertion en emploi, sont des sujets qui derrière, si on n'y prend pas garde, sont des sujets qu'on va passer beaucoup d'énergie sur le vieillissement, sur le fait que, excusez-moi de dire, mais grosso modo, on est en retraite 25 ou 26 ans. On continue à progresser en termes d'espérance de vie. Et élément aussi, pour nourrir la discussion, l'écart homme-femme demeure. Il reste 3 à 4 ans d'espérance de vie à la retraite. Et on voit cet élément-là. Et donc cet élément, et on le voit, nous, il se trouve qu'on a, à l'Agir Carco, on a un certain nombre d'EHPAD. 90% des personnes qui sont en EHPAD sont des dames. Pourquoi? Parce que
parce qu'on rentre en EHPAD à 86 ou à 88 ans, et que à cet âge-là, il y a beaucoup plus de dames que de messieurs. Et donc c'est aussi un sujet sur alors personne ne sait comment l'espérance de vie va continuer à progresser. C'est un peu comme la stagnation séculaire. Hein. C'est un peu, on a tous des idées, mais est-ce que c'est un phénomène durable ou pas durable? Mais en tout cas, cet élément d'une société vieillissante, on voit les éléments d'incertitude. Voilà, mon propos, sans être, si on n'a pas le temps de revenir à l'autre point, c'est vraiment de se dire, mais passons autant de temps et d'énergie sur ce sujet du nombre de naissances, du taux de fécondité, et considérant que le sujet de la difficulté du recrutement, c'est un sujet durable, et donc y compris quand je me mets du point de vue des entreprises, c'est là où de penser des secteurs où, si ce n'est de pénurie de main-d'œuvre, en tout cas de penser des organisations qui sont moins gourmandes en ressources humaines, parce que sinon on risque d'avoir un sujet de tension avec comme élément effectivement la question de l'emploi des seniors. Bon, donc je posais une question au directeur général de l'Agirc-Arrco sur la question du vieillissement de la population, dont je pensais qu'elle était au cœur de ses préoccupations de responsable d'un dispositif d'assurance vieillesse, et il me répond sur la fécondité, ce que je trouve tout à fait intéressant. Et donc je me tourne vers vous, Aline, pour vous poser deux questions techniques. Je vous ai vu tiquer quand François-Xavier parlait de la chute brutale de la fécondité. Jean-Luc Tavernier montrait aussi un graphique qui montrait qu'il se passait quelque chose en France depuis 10 ans. Comment vous le voyez? Est-ce que vous avez un élément d'explication? Et puis sur l'autre bout du tuyau, sur le vieillissement, allongement de l'espérance de vie, est-ce que ça va continuer de s'allonger comme ça s'est allongé depuis 50 ans Jean-Luc Tavernier nous montrait aussi qu'il y avait eu 10 ans en 50 ans. Est-ce que ça va continuer? Alors, de fait, le démographe est très embarrassé lorsqu'il doit prédire des tendances de très court terme. Il est relativement plus à l'aise lorsqu'il s'agit de faire des projections à assez long terme, ce qui ne veut pas dire qu'il aura forcément raison, mais il n'y aura pas forcément quelqu'un qui ira vérifier. Enfin, ça se pratique de plus en plus. Hein. Et de fait, les projections de l'ONU sont de façon, mais ça c'est assez fascinant, hein, les projections. Alors, il y a des erreurs dans les projections de l'ONU, par exemple, là, récemment on a confronté justement, je vais venir au sujet, hein, de 2022, les projections de 2022 avec celles de 80, sur la population mondiale, l'ONU ne s'était pas trompée en termes de taille, en revanche, en termes de répartition sur la planète. Donc, ce qui est quand même une erreur pas tout à fait négligeable. Sur les tendances en termes de fécondité, effectivement, il y a depuis une petite dizaine d'années une tendance qu'on ne peut pas nier à la fois la réduction du naissance, mais maintenant ça se stabilise, qui a deux raisons. D'une part, il y a eu une baisse du nombre de femmes en âge de mettre en nombre des enfants, mais aujourd'hui ça se stabilise. Donc s'il y a baisse de fécondité aujourd'hui, c'est plutôt lié à une baisse de l'indicateur conjoncturel de fécondité, donc le nombre moyen d'enfants mis au monde par les femmes. Toutefois, donc relativement à un autre indicateur, donc ça a été l'objet de grands débats chez les démographes. Quel est le bon indicateur? Est-ce que c'est l'indicateur conjoncturel de fécondité? Est-ce que c'est la descendance finale? Justement, en termes de remplacement des générations, pour l'instant, les générations pour lesquelles on est capable de calculer leur descendance finale maintiennent un niveau qui est un niveau de 2 enfants par femme, donc qui est le niveau nécessaire au remplacement de générations. Donc pour la conjoncture, on est toujours devant cette même incertitude. Est-ce que ce qu'on voit, c'est une tendance de long terme ou est-ce que c'est un effet de calendrier? C'est toujours la grande question. Bon, dans les années 90, donc effectivement, il y avait eu une baisse de la fécondité dont on peut se dire que potentiellement, en partie, elle pouvait marquer un effet de calendrier, un report de la fécondité à des âges un peu plus élevés. Aujourd'hui, la marge de, entre guillemets, c'est pas un très joli terme, enfin la marge de progression de l'âge moyen à la maternité est beaucoup plus limitée. On est déjà à un âge moyen à la maternité de 31 ans. Il y a encore une marge, c'est-à-dire la fécondité peut encore augmenter un petit peu à 30-35 ans pour rattraper une fécondité qui n'aurait pas eu lieu plus précocement. Mais plus on vieillit, plus la fertilité diminue, donc c'est moins certain. Donc il est possible qu'on aille vers un non-remplacement des générations. Je voudrais quand même dire une petite chose aussi relativement les projections qui sont faites par l'INSEE en termes de population active. Dans le scénario central, qui est un scénario qui se base sur 1,8 enfants par femme, donc la situation actuelle de la France, on a une relative stabilité de la population d'âge actif. Ça ne veut pas dire que tous vont être actifs, mais il y a une relative stabilité de cette population. En
volume, absolument, en volume. C'est ce qu'on voit très bien sur la... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez, même si vous avez 20 millions, 25 millions d'actifs, quand vous avez une population de retraités qui augmente, Oui. parce que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps, si je le raisonne, c'est moins la valeur absolue que le pourcentage. Ça dépend des sujets. Par rapport pour votre sujet, oui. Pour Après, le... si vous me permettez, j'ai une, comment dirais-je, dans la question du décrochage de la fécondité en 2014-2015, moi, on y viendra. Je pense que une partie des personnes ont raisonné en agent économique rationnel. C'est-à-dire que quand vous prenez des mesures de politique publique qui, dans les 4 années, ont précédé, on peut supposer que l'être humain, c'est comme dans matière fiscale. Quand vous lui envoyez un signal économique, je pense à la question de mise sous condition de ressources, de rabot, les questions de mode de garde, il réagit. Il réagit, même si on explique que c'est toujours le 9e ou le 10e percentile, on peut penser qu'il peut aussi réagir en agent économique rationnel. Mais voilà, c'est juste pour dire que je suis d'accord que la prévision est un art difficile. Ce que je disais à Philippe Aguillon, c'est que je crois que dans tout domaine, la prévision est un art difficile. Oui. Mais aussi, on peut penser que des mesures de politique publique ont atteint un objectif. Oui, alors, bon, relativement à ces effets des politiques politique en matière politique familiale, ce qui est généralement dit par les économistes. Je ne suis pas économiste, donc là, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est la démographe qui prend de façon assez inconfortable la casquette de l'économiste. C'est qu'en général, c'est que les politiques, notamment fiscales, ont un impact assez limité. En revanche, les politiques ont beaucoup plus d'effets et qui, d'ailleurs, je pense, expliquent la place... Quand même, malgré tout, la France reste le pays au niveau européen qui a la fécondité la plus élevée, malgré tout. Bon. C'est plutôt les politiques qui concernent la conciliation vie familiale et professionnelle, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau de la prise en charge des enfants. Et donc ça m'amène à, effectivement, par rapport à l'évolution des besoins dans les entreprises, il y a sans doute aussi un sujet autour de la conciliation vie familiale et professionnelle dans un contexte aussi de télétravail, qui, à mon avis, c'est pas sans doute encore très exploré, mais ça soulève sans doute de nouvelles questions. Vous voulez que je dise sur la mortalité ? Oui. Bon, alors, sur la mortalité, il y a des signaux un peu inquiétants, on peut dire ça comme ça, ce qui concerne, donc c'est des études de l'INSEE qui ont montré que les générations 1940-1955, et c'est vrai aussi bien pour les femmes que pour les hommes, relativement aux générations antérieures et postérieures, ont eu une baisse de leur mortalité, de leur niveau de mortalité moindre. Donc, ces générations, et ça concerne en fait toutes les causes de décès. Donc, alors, il y a certaines causes qui ressortent un petit peu plus que d'autres, mais toutes les causes de décès. On met en avant pour ces générations que ça pourrait être lié notamment, alors ces générations qui ont notamment, alors, pour les hommes puis les femmes, beaucoup fumé. Donc ce sont des générations qui meurent notamment par pathologie cardiovasculaire et par cancer du poumon, et que ça pourrait expliquer ce signal un peu négatif sur la mentalité de ces générations, donc qui peut les suivre au fil de des années qui vont venir. Pour les générations qui suivent, pour l'instant, qui ont moins fumé, de fait, on n'a pas, on voit pas des tendances de cet ordre-là. C'est vrai que l'analyse de la mortalité, la prévision dans ce domaine-là est particulièrement difficile compte tenu du présent, justement, des dernières années qui ont été particulièrement chaotiques, on peut dire ça comme ça. Moi, là, c'est plus un sentiment personnel. Bon, moi, il se trouve que c'est mon sujet sur lequel je travaille depuis très longue date, mais avec, bien sûr, comme en tant que chercheur, j'ai une focale très, très resserrée. Mais bon, j'ai bien suivi tous les débats qu'il y a eu, qui étaient aussi assez houleux entre démographes sur les questions de limite à la longévité humaine, à l'espérance de vie. Donc, en gros, pour simplifier, entre certains qui étaient très optimistes, résolument optimistes, et d'autres plus pessimistes. J'ai toujours un petit peu eu du mal avec, disons, ces projections. Et bon, de fait, les projections de l'INSEE sont d'une certaine manière, même si elles sont moins optimistes que la vague antérieure, qui restent très optimistes en termes d'évolution de l'espérance de vie. Voilà. Donc, rien ne nous permet de s'assurer que, je dirais, linéairement, la tendance observée dans le passé d'évolution des taux de mortalité va se poursuivre dans l'avenir. Voilà, donc c'est... Okay. Je suis prudente. Débat en cours. Je voulais dire une chose sur le taux de mortalité. Il y a eu cette étude très intéressante de Anne Case et Angus Deaton sur la mortalité, death of despair. Aux États-Unis. Vous avez vu et il montrait qu'aux États-Unis, le taux de mortalité des adultes non qualifiés en middle age,
d'accord, avait très fortement augmenté depuis les années 2000. Et en fait, à cause du stress, eux pensent que c'est ça. Et du fait que si on perd son travail, eh bien, on doit prendre des opioïdes. Et voilà, les gens prennent des opioïdes, etc. Et donc, je pense à ça parce qu'on sait qu'on va réformer, on réforme l'assurance chômage chez nous. Alors, chez nous, c'est pas du tout comme aux États-Unis. En Europe, c'est pas le cas. Il y a qu'en Angleterre que c'est un petit peu croissant, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. Mais c'est intéressant que aussi le système de, vous voyez, la flexi-sécurité ou le système d'assurance sur le marché du travail joue un rôle également. En tout cas, aux États-Unis, son absence a joué un rôle très important dans l'augmentation de la mortalité de cette tranche d'âge, de cette catégorie de personnes. Alors nous, on n'est pas du tout là-dedans, mais je sais qu'on réforme l'assurance chômage chez nous, et je crois qu'il faut veiller, quand on va décider comment réformer l'assurance chômage, on ne veut pas devenir comme les Américains, quoi. Donc, parce que ça, c'est une source très claire d'augmentation de la mortalité. François-Xavier, un mot? Juste parce que je me suis occupé de questions de santé dans une autre vie. L'une des difficultés sur cette question-là, c'est qu'on a du mal à dire, mais finalement, alors on sait que dans les grands progrès de l'espérance de vie, la médecine n'explique que 20%. Comme le disait l'un de mes prédécesseurs au ministère de la Santé, il faudrait donner le prix Nobel de médecine à l'inventeur du frigidaire. C'est d'abord un sujet de chaîne du froid. Bon. Mais quand vous prenez un certain nombre de maladies mortelles, je pense au cancer, je pense à l'insuffisance rénale, je pense au sida, ce sont devenus des maladies chroniques. Y compris quand on prend dans les grands types de cancers. Alors, pour tous les messieurs qui sont là, si nous vivons jusqu'à 80 ans, on a une chance sur 2 d'avoir un cancer de la prostate. Si nous sommes centenaires, nous avons 100% de chance d'avoir un cancer de la prostate. Mais le cancer de la prostate est assez bénin, il se soigne très bien. Même chose sur le cancer du sein, on est à 90% de taux de guérison sur le cancer du sein, s'il est bien diagnostiqué. Y compris sur le cancer du poumon. On a longtemps eu des très mauvais pronostics, effectivement, on avait un taux de mortalité de 90%. On est à 50% aujourd'hui de taux de guérison sur le cancer du poumon. Donc ce qu'on ne sait pas dire, c'est jusqu'où les grandes causes de mortalité, on arrive à trouver des solutions thérapeutiques. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans le domaine du cancer, qui était un domaine sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts, on a aujourd'hui un certain nombre notamment par l'immunologie, on arrive à traiter des cancers, par rapport à il y a 10 ans, qu'on n'arrivait pas à traiter. Donc l'un des points, alors Jean-Luc est parti, mais quand on évoquait la question des progrès d'espérance de vie avec l'INSEE travaille avec l'INSERM sur la question de l'imputabilité des décès. Alors Jean-Luc ne l'a pas développé, mais donc effectivement de se dire, mais finalement, est-ce qu'on arrive à se dire, mais tiens, cette cause, dans les raisons de décès, il y a telle chose, est-ce que sur ces questions-là, on a des hypothèses thérapeutiques ou pas? Voilà, ça contribue. Alors il y a peut-être des raisons liées au stress, mais il y a aussi des raisons d'espérer sur un certain nombre de maladies auxquelles on a des réponses thérapeutiques aujourd'hui, auxquelles on n'avait pas de réponse thérapeutique, et qui permettent de vivre avec. C'est ça le vrai sujet. Avant, on en mourait, aujourd'hui, on peut vivre avec. Je voulais juste terminer. Au Danemark, c'était les études d'Alexandra Roulet, montrent qu'au Danemark, quand tu perds ton emploi, ça n'a aucune incidence sur la santé. Donc ils ont trouvé un système de flexi-sécurité, mélange d'assurance chômage et de retraining, qui fait que quand tu perds ton emploi au Danemark, 0 incidence sur la santé. Voilà, je crois que c'est important. Alors nous, je ne sais pas vers où on va, on n'a pas encore du tout le système danois, mais j'espère vraiment qu'on l'aura, parce qu'avant de soigner, il faut prévenir, non? Je crois que c'est quand même une chose importante. Alors, là, vous êtes en train de parler des impacts sociaux et économiques sur la démographie. Donc, on va revenir sur le sujet de départ, qui est les impacts de la démographie sur l'économie et la société. Je voudrais reprendre le chiffre que donnait François-Xavier tout à l'heure. Schématiquement, moins 60 000 naissances en France par an sur 20 ans, ça fait 1,2 million de personnes qui seront en moins en arrivée sur le marché du travail. Donc, les difficultés de recrutement, vous nous dites, ce n'est que le début. Estelle, comment est-ce que c'est quelque chose que vous sentez? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Sur les difficultés de recrutement? Ah oui, c'est plus que perceptible. Enfin, il faut se rappeler qu'en 2017, avec l'arrivée du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, on sortait d'une période de crise économique absolument dingue. Et à ce moment-là, on avait, sur les 22 000 cabinets de recrutement, à peu près la moitié qui avait disparu sur cette décennie. Donc c'était une façon de dire qu'au fond, la quête au recrutement était moindre et les façons d'organiser ce recrutement, c'était organisé un peu avec les réseaux sociaux, mais
au fond, était resté assez classique. À partir de 2017, on vit une séquence de croissance et évidemment la crise sanitaire vient faucher cela, mais de façon temporaire. Et on vivra d'ailleurs une crise sanitaire dont l'impact sera plus court, mais bien plus puissant que ce qu'on a vécu au moment de la crise économique de 2008. Aujourd'hui, le retour aux besoins de recrutement, c'est-à-dire face à des pénuries, vous avez eu raison de dire que c'est à peu près tous les métiers qui sont concernés, mais ça veut dire aussi que tous les métiers sont en transformation. Et en transformation, ça veut dire que les métiers qu'on avait besoin hier de façon assez classique ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et c'est là où les employeurs ont fini par perdre leurs repères, les salariés aussi. Les employeurs d'abord parce qu'il faut apprendre à recruter autrement et admettre d'engager un dialogue qui correspond aux 4 générations. Ceux qu'on a fait partir pour les faire revenir, c'est plus difficile. Les générations que j'évoquais tout à l'heure concernées par des plans de restructuration et donc de désillusion, mais surtout les jeunes qui sont, eux, avec un critère et des critères d'exigence cumulatifs entre ce que fait l'entreprise de façon éthique, c'est-à-dire quel métier, quel avenir. Je vais donner un exemple de désertion de nos jeunes dans certains secteurs professionnels. Les métiers du chiffre, de l'expertise comptable jusqu'à la finance en passant par la banque, sont des métiers qui sont aujourd'hui un peu boudés par nos jeunes. Non pas uniquement parce que le chiffre ne plairait pas, mais aussi parce que la représentation dans la société est très différente de celle qu'on a connue il y a un demi-siècle. L'expert comptable était un métier noble il y a un demi-siècle. Il était un métier très reconnu. Il est non pas moins reconnu aujourd'hui, mais simplement il le reste pour la génération d'équivalence, pas pour celle qui vient. C'est là où vous voyez bien que les difficultés de recrutement et de questionnement sur l'attractivité obligent les employeurs à choisir des modes et des dialogues très différents avec ces populations, pour les attirer, pour les faire venir, pour aller parfois chercher les talents. Chercher les talents, vous allez les chercher dans l'entreprise ou à l'étranger. Pendant que les nôtres s'en vont, il faut aussi apprendre à les recruter ailleurs. Et quand vous le faites, vous n'êtes pas sans créer des conditions ou des effets sur les impacts finalement de fuite des cerveaux pour quelques autres pays. C'est les questions qu'on peut se poser d'ailleurs sur la façon d'organiser les politiques publiques avec des contrats normés entre pays. On l'a fait, et les politiques publiques plus récentes l'ont fait notamment intra-Europe, avec notamment cette loi de 2018 sur les travailleurs détachés. On voit bien que la question notamment migratoire ou organisée se fait de façon un peu plus structurée qu'il y a une décennie pour faciliter quelques recrutements, et notamment sur des métiers périduriques. Je prends notamment les métiers pas ou peu qualifiés. C'est beaucoup moins vrai sur notamment les métiers hautement qualifiés. Donc l'Europe n'a pas atteint pour l'instant une culture, un positionnement. L'Allemagne est à contre-courant sur ce qu'elle vient de faire d'ailleurs par rapport aux autres pays. Mais la question du recrutement, on ne peut pas la traiter sans traiter la question de la formation, la question des compétences. En fait, le sujet, le nœud du problème, quand vous évoquiez tout à l'heure la façon de traiter nos jeunes, c'est en réalité qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme moyen et comme investissement majeur en France pour traiter cette génération dont une partie est, finalement sort de l'école ou de l'enseignement, sans se rejeter la pierre entre l'éducation, l'enseignement supérieur ou l'entreprise. On a eu tendance pendant un certain temps à se renvoyer la balle. Aujourd'hui, c'est une question qui fait qu'on doit être complètement interlié sur ces sujets. Alors le virage qu'a pris le gouvernement est plutôt le bon pour apprécier finalement ou reconsidérer l'intégration de l'entreprise en repensant la question de l'apprentissage et en accélérant ce sujet en matière d'investissement. J'ai moi-même tenu le plan d'investissement dans les compétences et un investissement de 15 milliards porté en début de mandat en 2017. J'y suis pas restée, mais j'ai porté cette intention forte à l'époque avec l'Institut Montaigne notamment, pour engager et repenser la façon d'intégrer nos jeunes en acceptant d'aller chercher les moins qualifiés, parce que la question de l'équilibre volumique, il passera par là. Et donc, former des personnes moins qualifiées, c'est un parcours plus ardu, plus complexe, qui demande des deuxièmes voies, des deuxièmes chances. Et aujourd'hui, quand je disais que la réserve des compétences des seniors, recruter des seniors, va aussi être un enjeu pour combler le besoin en recrutement des entreprises, elles l'ont compris. Désormais, elles en ont pris conscience, elles vont devoir le faire. Mais former ces populations, s'y engager, c'est pas
un cheminement pour l'instant qui est totalement mature dans l'entreprise. En tout cas, je pense que les employeurs n'ont pas tout à fait encore acquis ou compris que investir même sur des personnes plus adultes dans la vie, c'était un investissement de long terme, et que lorsque ces personnes passent dans une autre entreprise, on récupère ceux des autres entreprises. En tout cas, le mercato est quelque chose de compliqué à organiser, même si le compte personnel de formation est un des incitants mis en place dans les politiques publiques récentes. Donc on voit bien que la baisse de la fécondité, donc pour des raisons qui ne sont pas encore totalement connues, donc influe évidemment sur l'équilibre des régimes de retraite, influe sur l'organisation des recrutements et au-delà, beaucoup plus généralement, donc sur l'équilibre, un rapport de force au sein de l'entreprise. Au-delà de ces deux points, Patrick Artus, est-ce que sur d'autres, est-ce que cette mécanique des naissances a d'autres rôles, d'autres influences, d'autres effets? Oui, alors je crois qu'il faut comprendre d'abord que le problème, ça a été largement débattu, c'est que la population totale va diminuer ou augmenter plus, mais plutôt diminuer, mais beaucoup moins que la population en âge de travailler. En France, là nous sommes en France, dans les pays avancés. Mais dans le monde. Dans le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit les limites des politiques d'allongement de l'âge de la retraite. Par exemple, en Allemagne, quand l'âge de la retraite légal a passé à 67 ans, les Allemands ont continué à supporter un malus, une moindre retraite, et à partir à la retraite en moyenne à 64 ans. Donc on ne peut pas se reposer au-delà d'une certaine dose sur les politiques d'allongement de l'âge de la retraite. 64-65 ans, ça paraît le maximum qui est supportable socialement. Et donc, il y aura inexorablement une évolution qui sera une hausse du nombre, de la population par actif. Et ça, c'est absolument inexorable. Alors, ça se réglera dans 40-50 ans, quand tout cela se sera stabilisé. Mais pendant les 40 prochaines années, il y aura une forte hausse de la population par actif. Et alors, ça va poser un vrai problème de redistribution, c'est-à-dire qui va supporter la charge de la hausse du nombre de personnes âgées, enfin de personnes retraitées par personne active. Est-ce que ce sera les personnes âgées? Donc ça veut dire qu'on baissera les retraites. Est-ce que ce seront les actifs? Ça veut dire qu'on montera la pression fiscale. Mais il y aura inexorablement, et c'est un phénomène mondial, ça n'épargne aucun pays, une hausse très très forte de ce ratio de la population totale à la population en âge de travailler. Donc ça, première réflexion. Alors il y a des pays qui sont dans une situation bien pire que la France. L'Italie, par exemple, perd déjà 400 000 habitants par an et va, d'ici 2050, avoir une baisse de sa population en âge de travailler de 25% et sa population totale de 15%. Et donc il y a 10% de gap entre ces deux populations. Donc je crois que les systèmes de retraite devront faire un choix ce qui est inexorable. Alors la seconde réflexion, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, pas du tout parlé des problèmes du climat et de la transition énergétique. Alors j'étais hier aux rencontres des entreprises de France et alors on ne parlait que des problèmes du climat et des entreprises et pas du tout du vieillissement démographique. Et alors il faut essayer de mélanger les deux, parce que on peut pas avoir une approche purement démographique ou nataliste aux problèmes démographiques. Effectivement, les politiques familiales marchent. Quand on compare les pays de l'OCDE, les pays de l'OCDE qui dépensent plus en dépenses pour les familles de tout type sont des pays de l'OCDE où il y a un taux de fécondité plus élevé. Et donc ces politiques marchent. Donc on pourrait redresser le taux de fécondité avec des politiques familiales très généreuses. Donc je ne sais pas qui d'entre nous a dit qu'on pourrait retourner, par exemple, les décisions des dernières années sur la baisse des allocations familiales, etc. Mais est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que nous avons envie de soutenir la croissance de la population européenne, mondiale, française
alors que on sait que par exemple les prévisions du GIEC nous montrent que on va s'en tirer sur la quantité d'énergie fournie à la population mondiale, à condition que la quantité d'énergie par habitant baisse de 35% d'ici 2050, et à condition qu'on fasse un énorme effort d'équipement en énergie renouvelable. Et donc, on va passer à une autre forme d'économie où la variable déterminante, ce ne sera plus la démographie, ce ne sera plus la demande, etc. Ça sera la quantité d'énergie disponible. Et évidemment, moins la population de la planète sera importante, plus on sera à l'aise pour fournir une quantité d'énergie suffisante à la planète. Alors, j'ai des collègues banquiers suisses qui ont fait une prévision qui est très différente des prévisions démographiques de l'ONU, etc., qui est une prévision que la population mondiale tomberait à 4 milliards de personnes en 2100. Qui est une prévision à base d'événements catastrophiques climatiques qui tuent un certain nombre de gens. Enfin, la température montant à 55%, les personnes de 65 ans ou plus ne résistent pas, et donc il n'y a plus que des jeunes. Mais je crois qu'il faut, sérieusement, il faut lier les deux sujets. Je crois qu'il ne serait pas très responsable de mettre en place des politiques natalistes, parce que nous n'arriverons pas à avoir suffisamment de ressources, de matières premières au sens large sur la planète pour faire vivre décemment une population plus importante, ou alors nous acceptons une baisse du pouvoir d'achat global, y compris dans les pays les plus pauvres. Donc voilà. Alors, dernière remarque, c'est une remarque qui a déjà été faite, la démographie devient extraordinairement hétérogène. Quand on fait des prévisions à l'horizon 2050 ou 2080 ou 2100, on a l'Inde et les pays d'Asie du Sud dont la population croît énormément, les États-Unis dont la population continue à croître un peu, et puis les pays d'Asie du Sud-Est dont la population continue à croître un peu, et puis la Chine, le Japon, la Corée, l'Europe dont la population s'effondre. Vous savez que d'après les prévisions des Nations Unies, il y aura plus d'Américains que de Chinois en 2080. Donc c'est assez impressionnant. Et donc on va avoir un problème si on veut maintenir notre capacité de production, notre capacité industrielle, etc., on ne pourra pas faire une croix sur l'immigration. Alors il y a des pays qui sont totalement hostiles à l'immigration. Par exemple, le Japon, la Corée ou la Chine. Il n'y a aucun moyen que le Japon ou la Corée ou la Chine acceptent une politique d'immigration. Il y a des pays de l'OCDE qui ont des politiques d'immigration très importantes. L'Allemagne, par exemple, plus proche de nous, c'est vraiment... Bon, le Canada, l'Australie, mais enfin l'Allemagne a compris qu'elle ne pourrait maintenir son poids économique dans le monde qu'avec une politique d'immigration très importante. Et donc je crois qu'on ne pourra pas faire une croix sur une réflexion sur les politiques d'immigration, parce que sinon, si on fait des prévisions à 2100, le poids de l'Europe, de l'Union européenne dans le PIB mondial, qui est près de 20% aujourd'hui, serait que de 5% en 2100 si on avait uniquement la tendance démographique autonome de l'Europe comparée à la tendance démographique du reste du monde. Donc, voilà. Je voulais juste rajouter, juste faire deux remarques sur ce qu'a dit Patrick. Je suis toujours d'accord avec beaucoup de ce que dit Patrick. Juste le premier point, je crois qu'on tombe très facilement dans des raisonnements malthusiens, c'est-à-dire qu'on dit voilà la population, avec trop de population, on n'y arrivera pas, ressources épuisables, climat, etc. Mais on tombe souvent en Malthus quand on ignore l'innovation, parce que l'innovation vous permet de sortir de Malthus. Et on sait que la démographie peut être un élément dynamique. Quand il y a plus de gens, il y a plus d'idées qu'on échange. Il y a davantage de rente à l'innovation. Donc il y a tout un côté positif. Et si on est sorti de la trappe malthusienne, c'est aussi parce que la croissance population a joué son rôle. Elle a permis aussi de tout d'un coup de dire la rente à la productivité augmente. Donc ça ne veut pas dire qu'automatiquement c'est ça, mais ça veut dire que la démographie, tout dépend comment on gère la démographie. Alors il faut la politique d'éducation, la politique de formation,
solution. Mais si on fait à la fois une politique d'éducation intelligente, une politique d'immigration où on privilégie l'éducation, l'insertion, etc., à ce moment-là, la démographie peut devenir un atout. Et donc, il faut faire très attention parce qu'on tombe très, très facilement dans le malthusianisme, hein, où on voit la démographie, l'histoire du petit pousset, quoi. La démographie, c'est essentiellement ce qu'il faut faire tomber toujours au niveau de subsistance. Non, en fait, si on est dans un monde avec innovation, on peut sortir, c'est pas automatique, il faut des bonnes politiques, mais on peut sortir de la logique malthusienne. Oui, mais Philippe, si je peux me permettre, peut-être que sur l'énergie, tu as raison. C'est-à-dire qu'on a des progrès techniques sur les énergies renouvelables qui seront considérables et peut-être on peut arriver à fournir le monde en énergie. On ne peut pas arriver à fournir le monde en eau, par exemple, hein, puisque la quantité d'eau de la planète est strictement constante. Hein, et donc, oui, enfin, tu peux faire pleuvoir, mais c'est des... C'est trop fort. Non, mais je suis sérieux. Il y a des recherches. Non, mais il y a des recherches. Il y a des recherches à Harvard et dans d'autres endroits. Ça me fait penser. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Voilà. Ça me fait penser au film coréen où le type qui veut faire pleuvoir ouvre son cou et la température tombe à moins 50 degrés. Donc, mais je crois que on a une logique économique extrêmement différente. On avait une logique qui impliquait qu'une population plus importante, c'était une bonne chose parce que c'était plus de croissance, plus d'idées. Mais aujourd'hui, il faut introduire dans cette équation les quantités de ressources rares. Et donc, ça peut-être modifie le jugement. Avec l'innovation, à économiser de plus en plus ces ressources rares. Je ne dis pas que c'est automatique, mais il faut la gérer. Discussion, débat. Il faudrait un truc sur l'eau l'année prochaine. Voilà. Bon, donc ça c'est un point qui est fait. Le sujet des prochains entretiens est trouvé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je n'en ai pas sur ma tablette apparemment. Hop. Hop. Ouais. Je voudrais revenir 2 secondes, même si ce n'est pas tout à fait dans le sujet, sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Est-ce que justement un moyen de pousser entre guillemets les femmes à faire plus d'enfants, c'est peut-être de les rémunérer davantage, d'autant plus que vous dites elles sont plus fidèles à l'entreprise, c'est pas forcément du coup à leur bénéfice. Si les hommes partent, c'est pour négocier des hausses de salaire, donc il faudrait aussi que les femmes quittent les entreprises et cherchent des rémunérations plus élevées. François-Xavier. Alors, non, mais effectivement, c'est un très beau sujet. C'est un très beau sujet. Ça renvoie à la question du mentorat dans les entreprises, parce que il faut pour avoir une promotion, faire de la promotion externe et pas de la promotion interne, c'est un peu désespérant d'une certaine manière. Tant, enfin, que ça soit pour les dames ou que ça soit pour les messieurs. Donc, mais effectivement, je pense que cette question-là, et c'est pour ça que je dis cette question de la... Alors, c'est un autre sujet, et il y a aussi une question de l'orientation aussi, parce que là, je reprends mon passé sur les questions de santé. Ce qu'on voyait, c'est jusqu'à 25-26 ans, les filles réussissent aussi bien que les garçons. Moi, je prends l'exemple de l'internat de médecine. À l'internat de médecine, le classement des filles est comparable à celui des garçons. Après, il y a des choix de spécialités différentes. Et là, on renvoie sur le débat de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et effectivement, là où je suis d'accord, c'est qu'en matière de politique familiale, ce qui offre le meilleur rendement, c'est la question des modes de garde. C'est vraiment la question des modes de garde. Et ce qu'on voit, c'est que le taux d'activité féminin reste globalement constant jusqu'à 2 enfants. C'est au niveau du 3e enfant. Et donc, si on pense que ça a de la valeur de permettre... on sait que le désir d'enfant, il reste inchangé. Dans les enquêtes d'opinion, désir d'enfant, 2,4 enfants par couple. Par femme, par couple. Donc ce sujet. Après, c'est ce désir. Comment est-ce qu'on permet à chacun d'aller jusqu'au bout, et y compris, c'est pour ça que je dis dans le débat des modes de garde entre le 2e et le 3e enfant, si on veut garder le même taux d'activité féminin et de ne pas demander aux dames d'avoir à choisir entre les deux. C'est un vaste sujet, mais effectivement, c'est dans la question à la fois de la promotion, et y compris, vous savez, dans une autre vie, j'ai eu à proposer... à des gouvernants de nommer des femmes directrices générales de CHU, d'agences régionales de santé. Et je dis souvent, c'est le seul cas où les dames me disaient « je ne sais pas si j'ai le niveau ». Les garçons ne me disaient jamais ça, les messieurs ne me disaient jamais « je ne sais pas si j'ai le niveau ». Donc ça voulait dire que quand on voulait promouvoir des dames, il fallait aller les chercher. Parce que sinon, voilà, donc c'est juste ce débat-là, c'est aussi le sujet des parcours professionnels. C'est pas que la rémunération, c'est aussi l'accès à des plus hautes responsabilités. Voilà, donc c'est un vaste... Là encore, on pourrait faire un colloque. C'est comme sur l'eau, on pourrait faire un large colloque sur comment promouvoir, mais voilà, il y a la question de la rémunération, mais il y a la question aussi de la promotion.
et y compris sur les plus hautes responsabilités. Cette différence homme-femme. Patrick, on a un projet, on va trouver des moyens de faire des dessalaisons d'eau beaucoup moins chères que maintenant. C'est le projet pour la prochaine. Les Israéliens sont pionniers, mais on va pouvoir faire beaucoup mieux et on crée une société pour faire ça. Voilà. Alors, je voudrais rassurer ou inquiéter François-Xavier, ce comportement différent des femmes et des hommes face à une proposition de promotion ne se retrouve pas que dans la santé, il se retrouve absolument partout. Et c'est sans doute l'un des leviers qui explique les écarts de rémunération. Je me souviens, j'avais posé une fois à un chef d'entreprise la question, au cours d'un repas, quelle est la différence homme-femme que vous observez dans votre entreprise? Et il ne m'a pas répondu. Il est revenu à la question au café et il m'a dit, j'ai réfléchi à votre question. À 2 reprises, j'ai proposé à une femme de faire partie de mon COMEX. Elle a refusé. Ça ne m'est jamais arrivé avec un homme. Voilà. Donc, on revient sur la question du genre et qu'on n'a pas beaucoup abordé. Mais on a abordé la question de la mortalité, la question des espérances de vie, la question des naissances, la question des migrations qui est revenue à plein de reprises. Ce qu'on a bien vu, c'est que évidemment, la société avait des effets sur la démographie, mais la démographie a des impacts majeurs très diversifiés sur la société à tous les niveaux, en entreprise évidemment, dans les politiques publiques aussi. Et le deuxième point, c'est qu'on a souvent du mal à l'appréhender, à la fois parce qu'on ne l'a pas en tête, aussi parce que les outils sont des outils très, très imparfaits, en pleine évolution. Aline n'a pas eu le temps de nous parler des questions que se posent les démographes sur leur modèle, mais elles sont tout à fait importantes. Vous les avez pressenties, elles étaient présentes dans les débats, mais ça pose aussi toute une série de questions. Et puis le troisième point, moi, qui me frappe, c'est que si en caricaturant, si on prend la démographie plus l'économie, plus la question de la transition climatique, tout ça nous amène à dire qu'il y aura beaucoup plus de migration. Démographie, économie, climatique, beaucoup plus de migration. Il manque évidemment une donnée dans l'équation qui est la politique. Et la réponse là serait sans doute tout à fait, un petit peu différente. Et je pense que ce sera très important de parvenir à réconcilier tous ces points de vue pour avancer sur cette question. Merci au panel, merci à vous toutes et tous.